y a quelque chose d'étrange qui se produit lorsque tu entres dans une pièce. Les gens te regardent, pas d'une manière qui attire l'attention, pas de manière exagérée. Mais il y a quelque chose dans la façon dont certains s'attardent sur toi un instant de trop. Quelque chose dans la façon dont les conversations prennent une tournure inattendue lorsque ton âge réel est mentionné. Et inévitablement, quelqu'un dit « Vraiment ? Je ne t'aurais jamais donné cet âge-là. » Tu l'as entendu tellement de fois que tu ne sais plus vraiment quoi en penser. Au début, tu hochais la tête poliment. Tu remerciais avec un sourire légèrement gêné, comme on remercie d'un compliment qu'on ne sait pas vraiment mériter. Tu te disais que c'était superficiel, anecdotique. Peut-être que c'était la génétique. Peut-être que c'était ta façon de t'habiller, ou ton hygiène de vie, ou simplement la lumière ce jour-là. Mais quelque chose en toi a toujours senti qu'il y avait autre chose. Parce que ce que les gens remarquent chez toi, ce n'est pas seulement ton visage. Ce n'est pas seulement ta peau, ta posture, la couleur de tes cheveux. C'est quelque chose de plus difficile à nommer. Une présence, une énergie, une façon d'être dans le monde qui ne correspond pas à l'idée qu'ils se font des gens de ton âge. Et ça, c'est une toute autre question. Une question qui touche à des choses bien plus profondes que l'apparence physique. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie humaine, a passé une grande partie de sa vie à explorer les raisons pour lesquelles certaines personnes semblent traverser le temps différemment. Non pas parce qu'elles ont de bons gènes, mais parce qu'elles ont une relation différente avec leur propre intériorité, avec leur inconscient, avec leurs blessures, et surtout avec le processus qu'il appelait l'individuation. Ce chemin lent et souvent douloureux par lequel un être humain devient réellement lui-même. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est que cette impression que tu dégages, cette jeunesse inexplicable, n'est pas le fruit du hasard. Elle est le reflet direct de quelque chose que tu fais ou que tu es, à un niveau que tu n'as peut-être jamais pleinement conscientisé. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le poids que les autres portent sans le savoir. Regarde autour de toi, pas avec un regard critique, mais avec un regard attentif. Observe les gens que tu croises dans la rue, dans ton travail, dans ta famille. Observe leur façon de marcher, leur regard, la tension dans leurs épaules, la façon dont leur visage s'est contracté avec le temps, comme si les années avaient laissé des traces, non pas sur leur peau, mais dans leurs muscles, dans leur expression, dans quelque chose de plus profond encore. La plupart des gens vieillissent de cette manière, non pas à cause du temps qui passe, mais à cause de ce qu'ils accumulent sans jamais le libérer. Jung avait une formule très précise pour décrire ce phénomène. Il parlait du complexe, ces nœuds émotionnels qui se forment en nous à la suite de blessures, de déceptions, de peurs non résolues. Et il observait que ces complexes, lorsqu'ils ne sont pas conscientisés, ne disparaissent jamais. Ils restent là, enfouis dans les couches les plus profondes de notre psyché, agissant comme des poids invisibles, que nous traînons partout avec nous. Pense à quelqu'un que tu connais, qui a traversé une grande déception amoureuse il y a 20 ans, et qui, 20 ans plus tard, continue de réagir à chaque nouvelle relation, comme si cette vieille blessure était encore fraîche. Pas parce qu'il a choisi de rester coincé là, mais parce que ce qui n'est pas conscientisé continue d'agir en lui, à son insu, changeant sa posture, son regard, son énergie, le rendant plus méfiant, plus fermé, plus lourd en quelque sorte. Et cette lourdeur, les autres la perçoivent, pas nécessairement de manière consciente, mais ils la sentent. Ils voient un homme ou une femme dont le visage porte quelque chose au-delà des années. Un homme ou une femme qui semble fatigué non pas par l'effort, mais par l'accumulation. Voilà ce que Jung appelait le vieillissement psychologique, et il est, dans la grande majorité des cas, bien plus destructeur que le vieillissement biologique. Maintenant, la question est simple. Pourquoi toi, tu ne portes pas ce poids de la même manière? La différence n'est pas dans ce que tu as vécu, mais dans ce que tu en as fait. Il serait facile de penser que ceux qui paraissent plus jeunes
ont simplement eu une vie plus facile. Moins d'épreuves, moins de douleurs. Mais c'est faux. Et tu le sais probablement mieux que quiconque. Tu n'as pas été épargné. Tu as traversé des pertes, des trahisons, des moments où le sol s'est dérobé sous tes pieds. Tu as connu des nuits longues et des matins difficiles. Des relations qui ont brisé quelque chose en toi. Des rêves qui ne se sont pas réalisés comme tu l'espérais. La différence n'est pas dans l'intensité de ce que tu as vécu, elle est dans le rapport que tu as entretenu avec tes expériences. Jung faisait une distinction fondamentale entre deux façons de traverser la douleur. La première, il l'appelait le refoulement. Cette tendance à chasser ce qui fait mal, à faire semblant que ça n'existe pas, à entasser les blessures dans des caves intérieures dont on n'ouvre jamais la porte. Et la deuxième, il l'appelait l'intégration. Cette capacité, souvent inconsciente, à laisser les expériences traverser soi sans les figer en identité permanente. Ces deux approches produisent des êtres humains radicalement différents avec le temps. Celui qui refoule accumule. Chaque douleur non digérée s'ajoute aux précédentes, créant une masse de plus en plus lourde à porter. Et cette masse finit par se voir. Elle se voit dans la façon dont il répond à la moindre frustration avec une violence qui paraît disproportionnée. Parce que ce n'est pas seulement la frustration du moment qu'il ressent, mais toute celle qui dormait en dessous. Elle se voit dans sa méfiance chronique, sa rigidité, son incapacité à s'émerveiller de quelque chose comme s'il avait décidé, un jour, de ne plus se laisser surprendre par la vie. Celui qui intègre, lui, traverse autrement. Pas sans souffrir. Intégrer n'est pas ne pas souffrir. Mais il souffre d'une façon qui mène quelque part. Il laisse la douleur faire son chemin, lui enseigner quelque chose, transformer quelque chose en lui. Et après, il continue. Il n'est pas le même qu'avant. Il est différent. Souvent plus profond. Mais il n'est pas non plus coincé dans ce qui a été. Et c'est cette capacité à continuer à avancer intérieurement, même après les tempêtes, qui maintient quelque chose de vivant dans l'énergie. Ce que le corps révèle de l'âme. Il y a une connexion que la science commence seulement à comprendre sérieusement, mais que Jung avait pressenti il y a un siècle. Le corps ne ment pas sur ce qui se passe à l'intérieur. Quand nous parlons de paraître plus jeune, nous ne parlons pas seulement d'une peau bien hydratée ou d'une bonne posture. Nous parlons d'une qualité d'énergie qui se manifeste dans des centaines de micro-détails imperceptibles séparément, mais dont la somme crée une impression globale. La façon dont tes yeux s'illuminent quand quelque chose t'intéresse vraiment. La légèreté dans ta démarche. L'absence de cette tension permanente autour de la mâchoire, autour des yeux, que tu vois chez tant de personnes qui semblent perpétuellement en état d'alerte ou de défense. Jung disait que le corps est l'expression visible de la psyché. Et qu'une psyché en mouvement, une psyché qui continue à questionner, à ressentir, à évoluer, maintient une vitalité que l'on peut littéralement voir. Pense à ces personnes que tu as rencontrées dans ta vie, pas nécessairement très jeunes chronologiquement, qui dégageaient quelque chose d'extraordinairement vivant. Quelque chose qui faisait qu'on avait envie de rester près d'elles, qui rendait leur présence presque magnétique. Ce n'était pas leur apparence physique, c'était quelque chose dans leur énergie, dans la façon dont elles habitaient l'espace, dont elles regardaient le monde. Et maintenant, pense aux personnes du même âge ou même plus jeunes, qui dégageaient quelque chose d'éteint, de fermé, de comme déjà figé dans une forme définitive, qui donnait l'impression qu'ils avaient décidé, à un moment donné, d'arrêter de grandir. La différence entre ces deux types de personnes n'est pas génétique, elle est psychologique. Elle est dans leur rapport avec leur propre vie intérieure. Et si aujourd'hui tu dégages cette impression de jeunesse, c'est parce que tu appartiens au premier groupe. Pas parce que tout va bien pour toi. Pas parce que tu n'as pas de blessure. Mais parce que quelque chose en toi continue de bouger, de chercher, de vivre. L'individuation, le processus que la plupart n'atteignent jamais Jung, a consacré la plus grande partie de son œuvre à décrire ce qu'il appelait le processus d'individuation. Et il est essentiel de comprendre ce que ce mot signifie vraiment,
parce qu'il est au cœur de tout ce dont nous parlons. L'individuation, ce n'est pas simplement se connaître soi-même au sens superficiel, où l'expression est souvent utilisée. Ce n'est pas tenir un journal intime ou faire du yoga 2 fois par semaine. C'est un processus profond, souvent inconscient dans ses débuts, par lequel un être humain cesse progressivement de vivre selon les attentes des autres pour commencer à vivre selon ce qu'il est profondément. Et ce processus est rare, étonnamment rare. La plupart des gens, expliquait Jung, passent leur vie entière dans ce qu'il appelait la persona, le masque social qu'ils ont développé pour être acceptés, aimés, respectés. Ils ont appris très tôt quels comportements étaient récompensés, quelles émotions étaient permises, quel type de personne ils étaient censés être. Et progressivement, ils se sont confondus avec ce masque. Ils ont oublié qu'il y avait quelque chose derrière. Et cette confusion entre le masque et la personne réelle crée une tension souterraine permanente. Une tension entre qui l'on est censé être et qui l'on est vraiment. Une tension qui coûte une énergie considérable à maintenir. Et cette dépense énergétique constante finit par épuiser quelque chose en toi. Elle finit par te rendre lourd. Mais certaines personnes, et tu en fais peut-être partie, n'ont jamais complètement accepté de se laisser réduire à leur masque. Pas nécessairement de manière consciente ou délibérée. Mais il y a en elles quelque chose d'irréductible qui a résisté. Une partie profonde qui n'a jamais totalement capitulé devant les attentes extérieures, qui a continué à ressentir, à questionner, à refuser les simplifications. Et cette résistance, même inconsciente, même coûteuse socialement parfois, préserve quelque chose de précieux, l'authenticité de ton énergie. Parce que quand tu n'as pas à maintenir un masque permanent, quand tu n'as pas à surveiller constamment ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu montres, tu libères une quantité considérable d'énergie. Et cette énergie libérée, elle se voit, elle se sent, elle se lit dans ta présence. L'ombre, ce que tu as fait de tes parties rejetées. Il y a un autre concept jungien qui est absolument central pour comprendre pourquoi certaines personnes vieillissent vite et d'autres non. C'est le concept de l'ombre. Pour Jung, l'ombre n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est simplement l'ensemble des parties de nous-mêmes que nous avons appris à rejeter, à refouler, à nier, parce qu'elles n'étaient pas acceptables dans notre contexte familial, social, culturel. Nos colères que nous n'avions pas le droit d'exprimer, nos tristesses que nous devions cacher pour paraître forts, nos désirs que nous avons réprimés par peur du jugement, nos aspects que nous pensions indignes d'être vus. Tout cela va dans l'ombre, et l'ombre ne disparaît jamais. Elle continue d'exister, enfouie dans les profondeurs, et elle cherche à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Chez la plupart des gens, l'ombre non intégrée crée des réactions automatiques, des comportements compulsifs, des colères qui surgissent de nulle part, des peurs irrationnelles, une fatigue chronique inexplicable. Et tout cela, bien sûr, se répercute sur l'énergie, sur la présence, sur ce que les autres perçoivent. Mais il y a une autre possibilité. Certaines personnes, pas parfaitement, pas totalement, mais suffisamment, ont commencé à regarder leur ombre en face, à reconnaître leur part rejetée, à les réintégrer progressivement dans leur être plutôt que de les combattre. Et Jung observait quelque chose de fascinant. Quand on cesse de combattre ses propres profondeurs, on libère une énergie considérable. Toute l'énergie qui était mobilisée pour maintenir la répression, pour surveiller ses propres pensées, pour s'assurer que certaines parties restaient bien enfouies, cette énergie devient disponible pour autre chose, pour vivre, pour créer, pour être présent. Et cette disponibilité d'énergie, cette absence de lutte intérieure constante, produit quelque chose de très particulier dans la façon d'être dans le monde. Une légèreté, une fluidité, une capacité à être pleinement là. Si quelqu'un te dit que tu parais plus jeune, il perçoit peut-être, sans le formuler ainsi, que tu n'es pas en guerre contre toi-même, que tu n'es pas épuisé par des combats intérieurs permanents, que tu as, d'une manière ou d'une autre,
Trouver une certaine paix avec ta propre complexité. La curiosité comme force vitale. Il y a quelque chose d'autre qui distingue les personnes qui semblent traverser le temps différemment, et c'est quelque chose que Jung soulignait avec insistance, la curiosité. Non pas la curiosité intellectuelle au sens académique, mais une curiosité fondamentale à l'égard de la vie elle-même. Une disposition à continuer à s'étonner, à questionner, à chercher, à découvrir, que ce soit dans le monde extérieur ou dans son propre monde intérieur. Observe ce qui se passe chez quelqu'un qui perd cette curiosité. Cela arrive parfois progressivement, presque imperceptiblement. Un jour, sans qu'on l'ait vraiment décidé, on cesse de chercher. On a ses opinions, ses habitudes, ses certitudes. Les nouvelles idées deviennent des menaces plutôt que des invitations. Les changements deviennent des perturbations plutôt que des possibilités. Et dès que cela se produit, quelque chose se fige. Pas seulement dans la pensée, dans le corps, dans l'énergie, dans le regard. Jung utilisait un terme précis pour décrire ce phénomène. Il parlait d'énantiodromia, le moment où quelque chose atteint son maximum et commence à se retourner contre lui-même. Quand on devient trop rigide, trop certain, trop fermé, quelque chose en soi commence à se dessécher. Et ce dessèchement se voit. Mais toi, il y a quelque chose dans ta façon d'être qui résiste à ce dessèchement. Tu restes curieux, peut-être pas de tout, mais d'une manière qui compte. Tu continues à te poser des questions sur toi-même, sur les autres, sur le sens de ce que tu vis. Et cette activité intérieure maintient un mouvement qui empêche la rigidité de s'installer. C'est comme un muscle. Tant qu'il est utilisé, il reste souple, réactif, vivant. Dès qu'il est immobilisé trop longtemps, il commence à se contracter, à se raidir, à perdre sa capacité à s'adapter. La curiosité est le mouvement intérieur qui maintient ton âme souple. Et cette souplesse, les gens l'aperçoivent sur toi. Ils voient quelqu'un qui n'a pas décidé que le monde était déjà entièrement compris, entièrement catalogué, entièrement terminé. Quelqu'un pour qui la vie continue à être une aventure ouverte. Et ça, c'est exactement ce que nous associons à la jeunesse. Le décalage que tu as peut-être ressenti toute ta vie. Voici quelque chose dont il est important de parler, parce que cette qualité d'énergie dont nous parlons a aussi un prix. Un prix que peu de gens voient quand ils te font ce compliment sur ton apparence. Si tu es le type de personne dont nous parlons, quelqu'un dont l'énergie reste vivante, mobile, curieuse, authentique, tu as probablement aussi ressenti quelque chose d'autre tout au long de ta vie. Quelque chose de plus difficile. Un décalage. Ce sentiment d'être sur une fréquence légèrement différente de la plupart des gens autour de toi. Ce sentiment que les conversations dans lesquelles les autres semblent parfaitement à l'aise te laissent pas quelque chose de vaguement insatisfait, comme si on était passé à côté de quelque chose d'essentiel. Ce sentiment que certaines choses qui semblent aller de soi pour la majorité des gens, les ambitions conventionnelles, les rôles sociaux établis, les certitudes collectives, résonnent en toi de manière creuse, comme une cloche fêlée. Jung décrivait ce phénomène avec beaucoup de précision. Il expliquait que plus une personne avance dans le processus d'individuation, plus elle se distingue de la masse. Non pas parce qu'elle cherche à se distinguer, ce serait de l'arrogance, pas de l'individuation, mais parce qu'elle ne peut plus fonctionner de manière automatique. Elle ne peut plus se contenter des réponses toutes faites. Elle ne peut plus ignorer les contradictions. Et cette incapacité à ignorer, à faire semblant, à se satisfaire du superficiel, crée une distance naturelle avec ceux qui vivent encore dans des dynamiques plus automatiques, plus inconscientes. Ce décalage peut être douloureux. Il peut créer une forme de solitude que les gens qui n'en font pas l'expérience ont du mal à comprendre. Pas une solitude au sens de l'isolement physique, mais une solitude au sens d'une difficulté à trouver des connexions vraiment profondes, vraiment mutuelles, vraiment satisfaisantes. Parce que quand tu vois les choses que les autres ne voient pas, quand tu ressens les dynamiques que les autres n'ont pas encore conscientisées, quand tu ne peux pas t'empêcher de questionner ce que les autres acceptent sans réfléchir, les relations superficielles deviennent difficiles à supporter,
et les relations profondes sont plus rares à trouver. Mais ce décalage que tu as peut-être longtemps vécu comme une difficulté, comme quelque chose d'étrange en toi, comme une incapacité à rentrer dans le moule, c'est la même chose que ce qui te donne cette énergie particulière. C'est la même chose qui fait que les gens remarquent quelque chose de différent dans ta présence. C'est les deux faces d'une même réalité. L'animus et l'anima. Les énergies que tu as intégrées, Jung parlait aussi de deux forces archétypales qu'il considérait comme présentes en chaque être humain. L'animus, le principe masculin, et l'anima, le principe féminin. Non pas au sens biologique, mais au sens énergétique. L'animus représente l'énergie de l'action, de la structure, de la décision, de l'affirmation. L'anima représente l'énergie de la réceptivité, de l'intuition, de la fluidité, de la connexion. Pour Jung, la maturité psychologique passe par l'intégration de ces deux énergies, non pas en choisissant l'une au détriment de l'autre, mais en développant la capacité à habiter les deux de manière fluide, selon ce que la situation appelle. La plupart des gens, conditionnés par les attentes culturelles et familiales, répriment l'une de ces deux énergies très tôt. Et cette répression crée un déséquilibre qui, avec le temps, devient visible. L'homme qui a réprimé son anima au profit d'une dureté performative finit par dégager quelque chose de rigide, de fermé, d'inflexible. La femme qui a réprimé son animus au profit d'une douceur complaisante finit par dégager quelque chose d'effacé, de sans éclat, de sans présence. Mais les personnes qui ont, consciemment ou non, commencé à réintégrer ces deux énergies dégagent quelque chose de remarquablement différent. Une présence à la fois forte et douce, une capacité à agir et à ressentir, une solidité qui n'est pas de la dureté et une ouverture qui n'est pas de la faiblesse. Et cette complétude psychologique se traduit dans l'énergie que les autres perçoivent. Elle se traduit dans une présence qui n'est ni trop lourde, ni trop légère, ni trop rigide, ni trop floue. Quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, qui donne l'impression que tout est à sa place en toi. Et c'est peut-être cela que les gens perçoivent sans pouvoir l'expliquer. Non pas un visage sans rides, mais une psyché sans fractures apparentes. Une personne qui semble habiter son être d'une manière complète, naturelle, sans forcer. Le temps vécu de l'intérieur. Il y a une dernière dimension de cette question qui est peut-être la plus philosophiquement intéressante, et c'est ta relation au temps lui-même. Nous avons deux façons très différentes de vivre le temps. La première est externe, le temps de l'horloge, des anniversaires, des calendriers, des étapes sociales censées être franchies à des âges précis. Le temps qui te dit à quel moment tu aurais dû avoir un certain type de vie, un certain niveau de stabilité, un certain regard sur le monde. La deuxième est interne, le temps de l'expérience subjective, de la transformation intérieure, de l'évolution psychique, le temps qui ne mesure pas les années, mais la profondeur, la qualité, la densité de ce qui a été vécu et intégré. La plupart des gens vivent principalement selon le premier type de temps. Ils comparent leur vie aux étapes attendues. Ils ont des agendas intérieurs définis par la société. Et lorsqu'ils atteignent un certain âge, ils pensent et se comportent comme des personnes de cet âge sont supposées penser et se comporter, parce qu'ils ont internalisé les croyances collectives sur ce que chaque tranche d'âge signifie. Mais toi, il y a quelque chose dans ta façon d'habiter le temps qui est différent. Tu ne te laisses pas entièrement définir par le nombre d'années que tu as accumulées. Tu ne joues pas le rôle de la personne de ton âge comme si c'était un script dont tu n'aurais pas le choix. Tu continues à vivre selon ton propre rythme intérieur, ton propre calendrier psychique, ta propre façon de traverser les choses. Et cette indépendance vis-à-vis du temps externe, cette relation plus organique avec ton propre développement intérieur, se traduit dans une qualité de présence qui désarçonne les représentations habituelles. Les gens ne savent pas où te mettre. Ils ne peuvent pas t'assigner facilement à une catégorie, te coller une étiquette, savoir à quoi s'attendre de quelqu'un de ton âge. Et cette résistance à la catégorisation
Cette impossibilité d'être réduit à un chiffre, c'est peut-être le compliment le plus profond que cachent ces mots. Tu ne fais vraiment pas ton âge. Ce que tu peux faire de cette compréhension. Maintenant, il ne s'agit pas simplement d'un constat à savourer. Il y a quelque chose que tu peux faire de cette compréhension. Quelque chose qui peut transformer non seulement la façon dont tu te vois, mais la façon dont tu vis. La première chose, c'est d'arrêter de traiter ce décalage que tu ressens parfois comme un problème à résoudre. Cette impression de ne pas tout à fait fonctionner comme les autres, de ne pas trouver facilement ta place dans certains contextes, de ressentir une frustration devant la superficialité des échanges courants. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas quelque chose à corriger. C'est le signe d'une conscience plus développée. Et la conscience plus développée a des coûts. C'est simplement la réalité. La deuxième chose, c'est de continuer à nourrir ce qui maintient cette vitalité en toi. Et ici, il faut être précis. Ce n'est pas une question de pratique rituelle ou de régime particulier. C'est une question d'engagement envers ta propre vie intérieure. Cela veut dire continuer à te poser des questions difficiles sur toi-même plutôt que de chercher des réponses confortables. Cela veut dire rester en contact avec ta propre vulnérabilité plutôt que de te durcir derrière des certitudes. Cela veut dire ne pas avoir peur de te remettre en question, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. La troisième chose, c'est d'apprendre à reconnaître les personnes qui peuvent véritablement te rejoindre dans la profondeur. Parce que ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des relations nombreuses, mais des relations vraies. Des relations où tu n'as pas à te simplifier pour être compris. Des relations où l'autre n'est pas intimidé par ta complexité, mais stimulé par elle. Et la quatrième chose, peut-être la plus importante, c'est de cesser d'avoir honte de ce que tu es. Parce qu'une partie du décalage que tu as peut-être ressenti toute ta vie vient aussi de cela. Cette idée persistante que si tu ne corresponds pas à la norme, c'est que quelque chose en toi ne va pas. Que si tu trouves difficile de te satisfaire du conventionnel, c'est une forme d'arrogance ou d'inadaptation. Non. C'est simplement ce que tu es. Et ce que tu es a une valeur rare même, ce que Jung aurait dit de toi. Si Carl Jung t'avait rencontré, il aurait probablement souri en t'entendant décrire cette impression de décalage, cette difficulté à te conformer sans te trahir, cette tendance à ressentir les choses plus profondément que ce que les situations semblent justifier. Il aurait peut-être dit quelque chose comme ceci. Tu es en train de vivre ce que la plupart des gens évitent soigneusement pendant toute leur existence. Non pas parce que c'est agréable, ça ne l'est souvent pas, mais parce que c'est réel, parce que c'est ce qu'est réellement la vie humaine quand on ne fuit pas, quand on ne se cache pas, quand on ne se contente pas des ersatz de profondeur que la société propose à la place de la vraie. Il aurait dit que le chemin vers soi-même est le chemin le plus long, le plus difficile et le plus rare que puisse emprunter un être humain. Et que la plupart des gens, par peur ou par paresse, ou simplement parce que personne ne leur a dit que ce chemin existait, ne l'empruntent jamais vraiment. Et il aurait dit aussi, et c'est peut-être ce qui compte le plus, que ceux qui empruntent ce chemin, même imparfaitement, même en tâtonnant, finissent par dégager quelque chose que les autres perçoivent comme une forme de grâce. Pas la grâce au sens religieux. La grâce au sens d'une présence qui n'est pas en guerre contre elle-même. Une présence qui ne se défend pas constamment. Une présence qui peut se permettre d'être là, simplement, pleinement, sans armure excessive. Et cette grâce-là, elle n'a rien à voir avec l'âge. Elle a tout à voir avec ce que tu as fait de toi-même, ce que tu continues à faire chaque jour, souvent sans même t'en rendre compte. La vérité finale. Alors, voilà où nous en sommes. Si tu parais plus jeune que ton âge, ce n'est pas seulement ton visage qui parle, c'est ton énergie. C'est ta relation avec ta propre vie intérieure. C'est ta capacité à continuer à te mouvoir psychiquement, à ne pas te laisser figer dans des identités définitives, à rester à la fois ancré et ouvert. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de génétique,
même si la génétique joue un rôle dans l'apparence physique. C'est une question de psychologie profonde. C'est le résultat d'un chemin que tu as parcouru, parfois consciemment, parfois non, vers une plus grande authenticité, une plus grande connexion avec toi-même. Et ce chemin a ses ombres, ses solitudes, ses frustrations. Il ne faut pas les nier. Il ne faut pas prétendre que paraître plus jeune est un bénéfice sans coût. Le décalage que tu as peut-être ressenti est réel. La difficulté à trouver des connexions vraiment profondes est réelle. Le poids de voir ce que les autres ne voient pas encore est réel. Mais ces ombres sont inséparables de la lumière. Et la lumière, elle, c'est ceci. Tu n'as pas arrêté de vivre. Tu n'as pas arrêté de grandir. Tu n'as pas arrêté de devenir. Et tant que cette dynamique reste vivante en toi, quelque chose d'essentiel sera toujours là. Quelque chose que le temps ne peut pas effacer. Quelque chose que les années ne peuvent pas alourdir. Quelque chose que les autres perçoivent sans toujours savoir le nommer. Ce quelque chose, c'est simplement toi, pleinement toi. Et c'est la forme la plus rare et la plus précieuse de jeunesse qui soit.